Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Tables Rondes Parlons-en, le rendez-vous de décryptage de la communauté USF. Avec aujourd'hui un sujet central pour nous tous et qui va le devenir de plus en plus, notamment pour les DSI, j'ai nommé le numérique responsable. Alors, quels enjeux autour du numérique responsable? Comment concilier réduction nécessaire de l'empreinte carbone et explosion des usages numériques? Quel rôle pour les DSI? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table 4 experts. Éric Rémy, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président commission ESI de l'USF et par ailleurs architecte d'entreprise chez EDF. Tout à fait. Marine Hardy, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, directrice des pôles innovation et sécurité au cabinet ITILO, cabinet qui accompagne l'USF sur les dimensions réglementaires et législatives du numérique. Olivier Pelé, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de l'USF, membre actif de l'ISF Force et par ailleurs DSI de Vinci Construction. Tout à fait. Véronique Turner, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et cofondatrice d'Alterway, membre du COMEX de Numéum en charge du programme numérique responsable et par ailleurs présidente de l'initiative Planète Tech Care dont vous nous direz quelques mots tout à l'heure. Avec plaisir. Alors Véronique, je vous propose qu'on démarre par vous pour brosser un petit peu le paysage du numérique responsable. C'est un vaste champ. De quoi parle-t-on ? Alors oui, c'est quoi le numérique responsable en fait ? C'est un numérique qui s'inscrit dans une trajectoire d'impact positif sur le plan économique, mais également sur le plan social, sociétal et environnemental. Alors sur le plan social, on va parler des sujets d'inclusion, qui recouvrent les sujets de diversité, les sujets également d'accessibilité sur les territoires, les sujets de formation, de reconversion. Sur le plan sociétal, on va parler des sujets d'éthique, de transparence, de souveraineté et puis de sécurité. Et enfin, le sujet de l'environnement. Alors pourquoi on parle de numérique responsable quand même aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, le numérique a été considéré comme plutôt un outil de la RSE. Et c'est vrai que le numérique responsable a pour vocation de soutenir à la fois le développement business, mais également accompagner les entreprises dans leur trajectoire RSE. Et c'était un outil de la RSE pour monitorer, pour optimiser la RSE. Mais depuis quelques années, notamment, il y a un acte déclencheur qui est l'affaire Snowden en 2013, qui a démontré le caractère un peu pharmacologique du numérique, son côté potion-poison. Et on le voit bien sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur l'environnement, ce côté potion-poison. À la fois, le numérique, c'est plus qu'un simple outil, c'est un vrai sujet de la RSE, c'est la solution et le problème. On le voit sur le sujet de l'environnement, en disant que le numérique, c'est une des solutions pour résoudre la transition écologique. On a besoin d'innovation technologique, on a besoin de données, mais c'est aussi un problème parce que le numérique a une empreinte environnementale forte. Alors justement, numérique poison, empreinte environnementale forte du numérique. Concrètement, au sein d'une DSI comme la vôtre, Olivier Pelé, comment les choses sont prises en compte ? Comment abordez-vous cette problématique ? Oui, alors le numérique responsable est une préoccupation au cœur des entreprises. On l'a vu en effet, si le numérique peut avoir des aspects positifs et une opportunité, elle pose aussi des questions concernant notamment on va dire sa pollution qui évidemment est croissante avec l'explosion des usages. Donc la DSI a un rôle à jouer dans ce qu'on appelle le Green IT, justement pour réduire l'empreinte environnementale de ces usages. Donc à titre d'exemple, chez Vinci Construction, on a été sollicité par une entreprise qui voulait comprendre ces impacts justement, qui ne sont pas toujours intuitifs et faciles à comprendre. Donc ce que l'étude a démontré, c'est qu'on avait, on va dire, 80% finalement de l'empreinte carbone qui était liée au matériel et le reste, donc environ 20%, était lié aux usages finalement du numérique. Donc sur le premier levier qui concerne le matériel, alors comment on peut agir ? On peut avoir au sein des entreprises justement une stratégie d'approvisionnement qui est plus responsable. Premièrement, en allongeant la durée de vie du matériel et des équipements et en s'assurant d'avoir une deuxième vie pour ce matériel en dehors de l'entreprise avant son recyclage. Un deuxième levier va être également de challenger les fabricants et les fournisseurs de matériel pour s'assurer qu'ils introduisent, on va dire, du recyclage dans la fabrication de leurs composants, et notamment des métaux rares. Et le troisième levier qui est plus complexe, c'est essayer de faire bouger les lignes auprès des acteurs du numérique, justement, pour lutter contre l'obsolescence programmée. Donc ça va être une grande tendance et un des défis dans les prochaines années, notamment avec la raréfication des métaux rares.
Et sur le deuxième aspect qui concerne les usages, donc ce que l'enquête a démontré, c'est qu'au sein d'une agence, en fait, 60% de notre consommation était liée à des serveurs locaux. Donc là aussi, on peut mutualiser nos serveurs dans des centres de données ou dans le cloud, et c'est un peu le principe du transport collectif, transport individuel. Et puis après, sur la partie usage, on a tout un rôle pour accompagner nos collaborateurs et en leur expliquant un petit peu les impacts de leurs usages et comment finalement avoir des usages plus vertueux, leur expliquant qu'un email envoyé avec une pièce jointe d'1 méga va consommer l'équivalent d'une ampoule pendant 25 minutes. Voilà, donc il y a tout un tas de choses à faire. On envoie des liens plutôt que des pièces jointes, et puis également on supprime ces données, on supprime tous les mails qui sont inutiles. Voilà, on les réduit car ceux-ci ont une empreinte carbone après leur envoi. Alors justement, vous nous évoquiez un certain nombre de bonnes pratiques. On sent bien là le rôle de sensibilisation, d'éducation de la DSI vis-à-vis des usagers à travers l'entreprise. Mais il y a des contraintes, Marie Nardi. Quel est le cadre aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans l'ordre de la bonne volonté ou est-ce que les entreprises doivent montrer patte blanche en termes de réglementation, de législation ? Alors, on a une prise de conscience, en tout cas sur le sujet et sur le terrain par nos politiques, ça c'est certain. Et on a quelques lois emblématiques qui sont intervenues ces 2 dernières années, notamment une première du 10 février 2020 et puis une deuxième qui est assez récente, qui date de novembre 2021, du 15 novembre 2021. Elle concerne quelques entreprises puisque c'est des lois qui imposent alors un certain nombre de principes mais qui s'adressent quasiment exclusivement aux entreprises prestataires. Donc ça veut dire aux éditeurs, aux fabricants de matériel, etc. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation particulière pour le numérique, en tout cas en ce qui concerne les entreprises. Ces lois, elles concernent différents domaines. Alors pour le matériel, notamment de lutte contre l'obsolescence, on a quand même un certain nombre de choses qui sont faites. On a une ancienne directive, la directive des 3E, qui impose quand même aux prestataires au moins de fournir des possibilités de recyclage, de reprise de matériel, etc. Après, c'est plus ou moins appliqué sur le marché parce que les entreprises n'ont pas forcément conscience que c'est des obligations pour leurs prestataires de proposer finalement de la reprise de matériel, etc. Et puis, quand elles en ont conscience, il y a aussi en matière de numérique une certaine crainte de certaines entreprises de ce que peut comporter le matériel en termes de données. Et donc finalement, elles ne veulent pas qu'un tiers puisse reprendre ce matériel. Donc ça fait partie des problématiques qui seront peut-être à étudier. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas d'obligation légale pour ce qui concerne les clients de prestations numériques. Donc ça, c'est une vraie problématique, c'est qu'on n'a pas d'incitation, sachant qu'on est dans un cadre où il y a plein de projets de transformation numérique, il y a plein de réflexions dans les entreprises, nous on les suit sur ce sujet-là. Et finalement, on en est sur une réflexion qui n'a pas de cadre ou qui n'a pas d'incitation légale. Et en même temps, on la comprend bien parce qu'il y a tellement de variétés de construction de systèmes d'information, il y a tellement de possibilités et il n'y a pas une unique façon non plus d'optimiser sa consommation énergétique, d'optimiser la façon dont on va pouvoir justifier qu'on fait un effort. Et tout ça arrive aussi dans des contextes de forte concurrence aussi par rapport à d'autres sociétés internationales. Donc tous ces paramètres font que c'est difficile aujourd'hui de poser un cadre, en tout cas avec des contraintes techniques pour les entreprises. Et alors justement, quand on parle de métriques, comment se situe SAP ? Alors, est-ce que SAP fournit des métriques à ses clients ? Et est-ce que vous avez des informations ? On parlait tout à l'heure transparence des fournisseurs de services numériques. Avez-vous des informations aujourd'hui de la part d'SAP sur une vertuosité ou une trajectoire, en tout cas, vis-à-vis des solutions offertes par l'éditeur ? Oui, SAP a cette problématique à se fournir des outils, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et typiquement, aujourd'hui, SAP étant un éditeur de logiciels, un axe qui pour moi est manquant, mais pas que chez SAP, chez tous les éditeurs, c'est comment mesurer la sobriété énergétique du code. C'est-à-dire que pour remplir une fonctionnalité, on peut coder de différentes manières et la problématique aujourd'hui, elle est de remplir la fonctionnalité attendue, que la qualité soit là. Par contre, on n'a aucun métrique, aucune mesure du fait que le code est optimal d'un point de vue énergétique. Et ça, je pense que SAP, comme tous les éditeurs, doivent pouvoir prendre cet axe-là dans la qualité de code qu'ils produisent et qui est utilisé après par tous leurs clients.
Alors, il y a quand même des éléments sur lesquels on peut être rassuré. Quand on parle virtualisation des machines, par exemple, là, on a assez peu de doutes sur le fait que ça soit plus vertueux. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une mesure qui est prise depuis des années, où on a déjà mis en place de la virtualisation des serveurs qui permet d'utiliser un seul matériel pour des dizaines d'usages avec la virtualisation des serveurs. Donc ça, c'était mis en place, mais je pense qu'on peut se dire que c'était pour des raisons purement économiques à la base, qui est de dire que quand au lieu d'acheter 10 serveurs, j'en mets qu'un, évidemment, donc l'achat est moindre et l'empreinte écologique est moindre. Voilà, donc ce qui fait que dans un certain nombre de cas, les décisions peuvent être à la fois économiques et écologiques. C'est pas toujours le cas, mais quand la raison économique est là, évidemment que ça oriente plus facilement les décisions. Alors, le nerf de la guerre, ça reste l'économie. C'est quelque chose que vous constatez encore aujourd'hui, Marine Hardy, dans les entreprises. Alors nous, on a une demande et on le propose habituellement, notamment dans le cadre des appels d'offres. C'est vrai que de plus en plus, il y a des demandes, en tout cas de justification auprès des prestataires qu'on va prendre, qu'est-ce qu'ils font sur le sujet. Donc il y a quand même une démarche qui est faite, qui peut être initiée par divers acteurs au sein de l'entreprise. C'est assez variable, c'est assez étonnant. Après, c'est vrai que quand arrive le choix final du prestataire, on voit que le levier économique reste quand même extrêmement présent sur le sujet et que on penche plutôt aujourd'hui pour le levier économique dans les choix, mais qui prime d'ailleurs sur plein d'autres choix. On a le problème aussi en matière de souveraineté numérique, etc., qui sont d'autres sujets, hein, mais aujourd'hui, c'est des sujets qui sont pris en compte par les entreprises, mais qui ne sont pas encore, en tout cas dans ce que nous, on constate, forcément décisifs. On est sur une bascule en ce moment, on le voit surtout sur la souveraineté numérique, il y a une prise de conscience qui est assez forte, donc ça nous fait espérer qu'il y aura la même prise de conscience peut-être sur tout ce qui est contrainte environnementale et optimiser les choses. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les prestataires qui arrivent à justifier une optimisation, notamment en termes d'utilisation d'énergie par rapport à leurs infrastructures, ça fait pencher la balance, puisqu'en fait, on ne sait pas quelles seront les évolutions du coût de l'énergie. Et on sait qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, en tout cas parmi nos clients, sont attentifs à ça, puisqu'ils se disent que ça aura un impact peut-être dans quelques années sur leur contrat. Donc c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles ils deviennent alertes et ils demandent donc voilà, les deux sont liés, mais ça fait partie effectivement. Il faut que les deux se retrouvent finalement pour que ce soit décisif aujourd'hui dans ce que nous on constate. À vous entendre, Marine Hardy, le numérique responsable reste aujourd'hui le bonus en termes de contractualisation entre partenaires et clients, mais qui finalement sert tout autant la cause. Donc, quelle que soit la raison, les choses avancent. Les choses avancent, en tout cas, il y a une prise de conscience et ça fait partie des clauses qu'on intègre au contrat et ça, c'est une nouveauté. Et alors, on le disait tout à l'heure en introduction, le numérique, c'est à la fois le poison et le remède. Donc, on a parlé Green IT. Quand on parle de remède, on pense aussi à l'IT for Green, Olivier Pellet. Tout à fait, il y a un autre aspect en effet du numérique au service justement du développement durable qu'on appelle IT for Green. Donc on a vu quelques en effet effets positifs du numérique qu'on a tous en tête, comme la dématérialisation des documents, on va dire tout ce qui est visioconférence qui a un impact fort sur notre façon de travailler. Il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est qu'on aura besoin d'outils pour à la fois optimiser et mesurer justement cette empreinte carbone et cette trajectoire carbone qui n'est pas simple, comme que ça a été dit, à appréhender. Donc il faut des modèles, il faut des données, il faut donc du digital. Donc si je peux prendre un exemple aussi concret qu'on voit chez Vinci Construction, où on accompagne nos métiers par rapport à une de leurs problématiques. Donc une des problématiques dans la construction, c'est en effet réduire la consommation énergétique des engins de chantier et des véhicules. Donc on a été sollicité justement pour les accompagner, mettre en place des projets pour d'un côté collecter ces données qui existent dans la télématique de ces engins, les stocker, être capable de les analyser et de restituer cette information pour que les acteurs puissent agir et prendre les bonnes actions. Donc en effet, une fois qu'on a ces éléments-là, on a tout un tas de mesures et après on peut mesurer dans le temps de manière fiable cette trajectoire carbone et l'atteinte de réduction justement de 40% des émissions de CO2 à horizon 2030. Voilà. Donc voilà un exemple justement d'initiative où le digital et le numérique
peut, on va dire, être mis au service du développement durable. Là, on est clairement dans le numérique comme outil décisionnel qui va accompagner justement la progression des métiers vers plus de responsabilités dans leurs propres activités. Le sujet est vaste, on l'a vu, mais il y a une initiative, Véronique Turner, qui en ce moment fédère justement les entreprises autour de ces réflexions sur le numérique responsable. C'est Planète Tech Care. Alors oui, Planète Tech Care, c'est une initiative qui est toute jeune, puisqu'on l'a lancée en octobre 2020. Ça a été parrainé par Barbara Pompili et Cédrico lors de leur lancement de leur feuille de route sur le numérique et environnement. C'est une initiative qui est aujourd'hui animée par Numéum, mais qui fédère tous les écosystèmes qui travaillent sur le sujet du numérique et de l'environnement, aussi bien Green IT que IT for Green. Donc là, aujourd'hui, on a 3 types d'acteurs qui sont dans la communauté Planète Tech Care. Vous avez les signataires qui s'engagent dans une trajectoire de mesure et de réduction de leur empreinte environnementale. Ces signataires, ils sont des entreprises et des acteurs de la formation. Les entreprises, vous avez de tout type d'entreprises, du CAC 40, des ETI, des PME, des startups, publics et privés. Les acteurs de la formation, ils ont un engagement un peu particulier puisqu'ils s'engagent, eux, à former des compétences dans leur parcours pédagogique sur le sujet du numérique et environnement. Donc là, c'est assez important. Si demain, on veut avoir des compétences sur le marché qui maîtrisent ces sujets, eh bien, il faut pouvoir les former. Donc ça, aujourd'hui, on a à peu près 570 signataires, à peu près 50 acteurs de la formation et le reste, ce sont des entreprises. Et puis, on a 2 autres acteurs, les ambassadeurs et les partenaires, qui sont des acteurs du monde associatif, des think tanks, des organisations professionnelles. Donc là, on a à peu près une 40aine d'associations qui sont actifs dans Planète Tech Care. Les ambassadeurs sont des acteurs qui aujourd'hui font écho à l'initiative et qui proposent à leurs adhérents de rejoindre Planète Tech Care. Et les partenaires sont des acteurs qui proposent du contenu puisque Planète Tech Care, c'est une plateforme qui fédère les acteurs sur le sujet du numérique et environnement, mais c'est aussi quelque chose de très concret puisque nous avons des ateliers tous les mois et ce sont les associations partenaires qui animent ces ateliers. Je vais vous donner 2 exemples d'ateliers concrètement. Un atelier, par exemple, comme la fresque du numérique, qui est proposé par notre partenaire Fresque du numérique. Et ça, je le rappelle, c'est que c'est gratuit. Donc, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore signataires de Planète Tech Care à rejoindre ces initiatives. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à de l'information gratuitement, comme par exemple la fresque du numérique. Mais nous avons des ateliers pour comprendre l'éco-conception. C'est quoi l'éco-conception ? Comment on fait une mesure d'empreinte carbone sur les infrastructures ? Voilà, donc tout un tas d'ateliers qui vous accompagnent tout au long de l'année. Un point majeur aussi, c'est que ces ateliers sont tous enregistrés. Donc si vous rejoignez Planète Tech Care dans un mois, vous avez accès à toute la bibliothèque de contenu déjà existante. Planète Tech Care, c'est aussi un peu important de le dire. L'objectif, c'est aussi de créer des communs. En travaillant ensemble, c'est évidemment partager des contenus, partager des retours d'expérience, mais c'est aussi construire des communs. Et on l'a vu tout à l'heure, la méthodologie est aujourd'hui pas encore sèche. Les bases de données, on n'a pas encore tous les jeux de données qui nous permettent de faire des mesures exactes. Et donc, c'est aussi, en fédérant tout cet écosystème, c'est travailler aussi sur ces sujets et créer des communs pour permettre aux entreprises derrière de plus facilement mesurer et réduire. Merci Véronique, le mot est passé. Merci à tous les 4 pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que ces échanges vous auront été utiles. Pour poursuivre justement sur cette thématique, rendez-vous à la convention USF les 5 et 6 octobre prochains à Lyon, avec pour fil rouge justement le numérique responsable, tous acteurs. Et puis, autre événement à ne pas louper, en décembre à Paris, Planète Tech Care, dont nous venons de parler, co-organise la 2e édition du Green Tech Forum, donc événement professionnel dédié également à ces sujets. Et puis pour continuer à partager vos expériences, à échanger avec vos pairs sur ce sujet, comme sur tous les sujets qui animent la communauté des utilisateurs SAP, n'hésitez pas à rejoindre l'USF. À bientôt!